reviendra aussi à l'association. Donc, voilà, écoute, Stanislas, la parole est à toi. Merci encore de ta présence. Merci beaucoup, merci à toi, hein, David. Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. Je vais essayer, comme tu disais, David, effectivement, c'est pas forcément, enfin, c'est pas toujours facile de vulgariser cette technologie parce que il y a beaucoup de, il y a quand même pas mal de choses qui sont assez nouvelles et ça va extrêmement vite. Donc, je vais essayer de vous donner une première compréhension et l'idée, c'est aussi de vous montrer un peu parce que c'est quand même une technologie qui est récente. On a 10 ans, ça a 12 ans maintenant, et c'est une nouvelle classe d'actifs en fait qui est en train d'apparaître. Et donc on a énormément de, c'est à la fois très différent des actifs traditionnels, les actions, les obligations, l'immobilier même, et donc c'est très nouveau. On a une batterie d'indicateurs, on a énormément de choses nouvelles, et en même temps on peut utiliser aussi des outils de la finance traditionnelle. Donc, ce que j'aimerais, c'est vous montrer rapidement d'abord un peu comment fonctionnent un peu ces écosystèmes, mais très rapidement, vous donner un peu une vue un peu générale. J'aimerais voir un peu les catégories de tokens rapidement parce que ça va nous aider après aussi à comprendre un peu justement les cycles. Je pourrais aussi dire quelques mots. S'ils n'évoluent pas tous de la même manière, en fait, les tokens dans l'univers, en fait, ils sont tous très corrélés. Les gros, en tout cas, les principaux tokens sont tous corrélés au Bitcoin, plus ou moins fortement. Et on voit bien que les plus petits le sont de moins en moins. Et que donc, il y a un peu 3 niveaux d'analyse. Généralement, il y a une analyse fondamentale où on analyse le projet, ce qu'il apporte concrètement. Je ne vais pas rentrer dans trop de ces détails parce que je crois que vous en avez déjà vu pas mal, mais c'est un peu ce que j'explique d'ailleurs dans mon bouquin. J'essaye d'expliquer un peu comment analyser ce projet, les fondamentaux. Ensuite, on a l'analyse on-chain qui, en fait, prend toutes les infos qui sont qu'on peut. Vous savez que la plupart de ces blockchains sont publiques, donc on a accès à l'information et il y a pas mal d'indicateurs qui sont apparus depuis 5 ans, 6 ans. Il y en a de plus en plus et ça permet d'avoir comme on va le voir, en fait, ça permet de comparer comment le réseau Bitcoin se comporte aujourd'hui, par exemple, dans un marché haussier comme celui dans lequel on est, par rapport à celui de 2017. Et si ça se reproduit, si, par exemple, le réseau se comporte de la même manière, où est-ce qu'on est dans le cycle et est-ce qu'on peut éventuellement anticiper un top, quoi. Et la dernière, c'est justement donc l'analyse, un peu les outils traditionnels de la finance qu'on peut appliquer aussi à la blockchain, qu'on peut appliquer aux cryptoactifs et voir un peu comment on passera rapidement, mais juste pour vous donner une idée de la façon dont ça peut être utilisé. Donc, très rapidement, David, je voulais juste savoir, est-ce que tu veux parce que je ne vois pas le chat forcément, est-ce que tu veux que je prenne des questions ou on fera les questions à la fin ou... Alors oui, effectivement, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on pose les questions sur le chat et il y a une session Q&A qu'on reprend à la fin. Ok, très bien, parfait. Ça marche. Donc, pour les catégories de tokens, je vais juste vraiment passer rapidement, mais en 2 mots, qu'est-ce que c'est? On va prendre le Bitcoin d'abord, parce que le Bitcoin, c'est l'écosystème finalement le plus simple de tous ces, parce que ce sont toujours des écosystèmes. Qu'est-ce que c'est finalement? C'est quoi? C'est une série d'ordinateurs, ce sont des individus qui ont un ordinateur qui a téléchargé un petit programme informatique qu'on appelle un protocole. Et comme son nom l'indique, c'est une liste de règles qui explique à votre ordinateur comment communiquer avec les autres ordinateurs qui ont téléchargé ce programme. C'est juste ça, en fait. Hein. Le réseau Bitcoin, c'est que ça. C'est un ensemble d'ordinateurs qui ont téléchargé un petit programme et qui sont capables de communiquer les uns avec les autres. Et finalement, toutes les cryptos fonctionnent comme ça. C'est juste un réseau d'ordinateurs. Et donc, cet ordinateur-là, par exemple, sait comment envoyer un Bitcoin à cet ordinateur-là. Et lui sait comment faire une transaction et le recevoir. Et alors, la façon dont c'est administré, c'est donc, comme vous le savez, avec une blockchain. Une blockchain, c'est quoi? C'est juste la base de données de ce réseau. Ce sont des blocs, hein, ce sont des blocs dans lesquels on met les transactions au fur et à mesure. Et en fait, donc ces blocs sont ajoutés de manière, justement, c'est important qu'ils soient bien séquencés, qu'ils soient ajoutés au fur et à mesure. Et donc, cette blockchain est enregistrée dans les ordinateurs de certains des membres, ceux qui veulent. Les mineurs, en tout cas, ceux qui mettent les transactions dans des blocs et ajoutent les blocs à la blockchain, eux, sont obligés de la télécharger parce que finalement, toutes les personnes qui ont téléchargé cette base de données, la mettent à jour toutes les 10 minutes ensemble
pour qu'elle soit à jour sur tout le réseau. Voilà, en gros, c'est juste ça, en fait. Ces écosystèmes, c'est juste ça. C'est un réseau d'ordinateurs qui communique, qui envoie des infos, qui envoie donc là des bitcoins. Bitcoin, c'est une ligne de code. Hein, et puis, ils mettent ça dans des blocs et ainsi de suite. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a en gros deux grandes familles finalement de blockchain, donc de type d'écosystème. Il y a les écosystèmes pour lesquels on peut télécharger ce petit programme dont je vous ai parlé, donc le protocole, sont les blockchains ouvertes. En gros, c'est l'immense majorité ce qu'on appelle nous les crypto-monnaies. Et il y a d'un autre côté, vous voyez ici, donc les blockchains dites fermées, celles où on ne peut pas télécharger, il y a une sélection à l'entrée, en gros, on ne peut pas télécharger, en tout cas, on sélectionne ceux qui peuvent télécharger ce programme, quoi. Et ça, c'est généralement utilisé pour les entreprises, pour s'organiser un consortium, pour échanger plus rapidement de l'info, mais c'est des blockchains fermées. Donc, nous, on se situe essentiellement ici, le Bitcoin, Ethereum, tout est donc dans les blockchains ouvertes, c'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde. Tout le monde, ce sont des programmes qui sont open source, on peut aller les télécharger, n'importe qui peut les télécharger, en fait. Et en dessous, on a donc des sous-catégories. Je vais passer rapidement, mais en gros, on a les projets qui ont leur propre blockchain, c'est-à-dire que leur réseau enregistre toutes leurs transactions dans leur propre blockchain. Et il y a d'autres réseaux qui louent la blockchain d'un autre. Il y a des projets, donc Ethereum, ce qu'ils font, eux, leur rôle, c'est de louer leur blockchain. Ils louent, parce que c'est compliqué à entretenir une blockchain. Il faut avoir un réseau, il faut des mineurs. Techniquement, enfin, c'est toute une économie, en fait. Ce qu'il faut voir, c'est que ce sont vraiment des écosystèmes qui fonctionnent. C'est un équilibre assez compliqué parce que les mineurs, eux, il faut qu'ils soient rémunérés. C'est un business pour eux parce qu'ils investissent de l'argent dans des machines, dans l'électricité. Donc, ils sont payés, par exemple, en Bitcoin, dès qu'un mineur ajoute dès qu'un mineur ajoute les transactions dans les blocs et un bloc à la blockchain, il reçoit 6,25 Bitcoin aujourd'hui. Donc, vous multipliez ça par le prix. Pour lui, c'est un business. Ça rembourse tous les frais qu'il a de machines, d'électricité et tout ça. Et donc, c'est compliqué à entretenir. Et il y a donc Ethereum qui offre ce service et qui offre ces services à ce qu'on appelle donc des DApps, des applications décentralisées qui, elles, se construisent exactement de la même manière. Ils ont un protocole, c'est un réseau exactement identique, sauf que les transactions sont enregistrées dans une autre blockchain, la blockchain Ethereum. Mais elles ont leur propre token, elles ont leur propre monnaie, leur propre façon de fonctionner. C'est juste que l'admin, en fait, tout l'aspect opérationnel est délégué à Ethereum. Alors, il y en a bien d'autres maintenant, vous les connaissez sans doute. Il y a, donc Cardano, qui a été créé en 2015 et qui n'a toujours pas de smart contract, mais c'est un projet qui va être important parce qu'ils font ça de manière tellement sérieuse que… Bon, je ne vais pas tous les citer. Il y a aussi EOS, Neo, Solana. Donc, il y en a énormément. Terra. Et toujours ils apportent toujours quelque chose de plus. Généralement, des transactions, des rapidités de transactions. Donc, tout ça pour dire qu'on a des blockchains ouvertes avec des tokens natifs, donc avec des projets natifs avec leur propre blockchain, des projets non natifs qui louent la blockchain des autres, mais en fait, nous, on n'y voit rien. Au final, ça ne change rien. Notre interface ne change rien. C'est juste en back-end. Et à côté de ça, donc, tous ces projets émettent des tokens. Alors, il y a des grandes familles de tokens. On va essayer, on va aller les voir. Ce que j'aimerais juste essayer de clarifier, c'est que la valeur de ces écosystèmes, finalement, et là, il y a énormément de choses à dire là-dessus, c'est une science, c'est vraiment en train d'apparaître, et c'est assez passionnant d'ailleurs. Ces écosystèmes prennent de la valeur en fonction du service qu'ils résolvent sur Internet. Finalement, chacun de ces écosystèmes a pour fonction, enfin, se donne pour fonction de résoudre un service sur Internet. Je ne sais pas si vous voyez, je vais prendre par exemple SIA, SIA Coin ou Filecoin d'ailleurs. Leur projet à eux, c'est d'utiliser l'espace mémoire des ordinateurs du réseau, donc les mêmes, ceux qui ont téléchargé le petit programme, d'exploiter la mémoire non utilisée des ordinateurs de ce réseau. Voilà. Et donc, ils créent un token, ils incitent les gens à mettre leur mémoire en commun. Et l'idée, c'est que plus ce service est reconnu et plus il est utilisé, plus ce token va prendre de la valeur. En gros, c'est ça l'idée derrière la valorisation de ces univers. Plus le service qu'ils rendent est vraiment utile et utilisé par la communauté, plus ce token va prendre de la valeur. Il y a une part importante, évidemment, de spéculation, surtout en ce moment, quand les marchés deviennent euphoriques, mais il y a une part de fondamentaux qui est essentielle. Donc,
Je ne sais pas si vous voyez à peu près ce que je veux dire, mais globalement, c'est ça l'idée. C'est qu'on assiste à, je sais pas, il y a 10 000 projets maintenant. Chacun de ces 10 000 projets a plus ou moins une mission et a plus ou moins l'ambition de résoudre un service sur Internet à travers donc sa communauté. Et de ce point de vue-là, c'est comme ça qu'on peut valoriser des tokens. Et il y a des théories déjà super intéressantes là-dessus. On ne va pas rentrer, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des cycles. Donc ça, c'est vraiment de l'analyse fondamentale pure. Ce que j'aimerais voir avec vous, c'est plutôt les grandes, en fait, les grandes familles qui sont apparues ces derniers mois, ces dernières années, donc qui sont là plus ou moins toutes des blockchains ouvertes. Donc, on a les tokens qui sont émis par des bourses d'échange, donc là, pour le coup, centralisées. On a, par exemple, vous connaissez Binance. Je ne vais pas tous vous les faire, hein, mais c'est juste pour vous donner une idée. On a Binance, on a Uniswap, on a OKX. Dans la finance décentralisée, alors ça fera peut-être l'objet d'une autre présentation en soi, mais la finance décentralisée, en 2 mots, c'est l'ensemble des services financiers qui sont construits, qui sont offerts par des applications décentralisées construites sur Ethereum. Elles sont toutes construites sur Ethereum. Donc, vous savez, hein, toutes ces petites D-apps, elles ont toutes, par exemple, Uniswap, c'est un market maker. Je pourrais vous expliquer, si vous voulez en détail, tout ce que offrent en fait ces applications. Celles-là, elles offrent de la liquidité au marché. On a Aave qui offre des services de prêt-emprunt, tout simplement. On apporte du collatéral et on peut emprunter on laisse nos tokens en gage et on peut emprunter des tokens avec des mécanismes de collatéral ratio super bien étudiés. On a aussi donc Chainlink qui est un oracle. Je crois qu'il y a un représentant de Chainlink d'ailleurs qui va venir parler. C'est bien ça, hein, David, je crois. Oui, exactement, qui vient parler jeudi soir, qui s'appelle Johan Ed, qui est responsable d'intégration chez Labs. Ouais, exactement. Ça va être intéressant parce que franchement, c'est majeur. Chainlink, c'est de loin le plus gros oracle utilisé à l'heure actuelle. Les oracles, c'est finalement c'est des programmes, c'est aussi pareil, des écosystèmes qui connectent le monde réel à ce monde, au smart contract en fait, d'Ethereum et de toute la défi. Donc, ils offrent l'information, ils vont chercher l'information du monde réel pour mettre à jour tous les smart contracts. Donc, c'est énorme ce que fait Chainlink, c'est dingue. Donc, on a aussi, après, on a des écosystèmes comme Ethereum. On a plein de concurrents d'Ethereum. Binance Smart Chain en fait partie, avec un écosystème qui est en train d'apparaître aussi d'applications décentralisées. On a donc les stablecoins. Ça, vous savez, vous avez peut-être entendu parler. C'est de la tokenisation de cash. En fait, on prend $1, on met $1 en banque, on émet un stablecoin. Donc là, on a USDT, on a USD Coin et BUSD. Ce sont en gros les 3 principaux. Il y a aussi DAI. Mais les Tether, en gros, voilà, c'est juste, on prend $1, c'est de la tokenisation de cash. On prend $1, on met en banque. Et donc, après, on a des stablecoins qu'on peut aller échanger sur tous les protocoles, sur toutes ces applications décentralisées de la DeFi. Ça sert majoritairement à collatéraliser en fait, les produits dérivés pour le moment. Et c'est de loin les tokens qui sont le plus utilisés dans l'univers. Et puis notamment éviter les fluctuations, quoi. C'est ça. Exactement, c'est stable. Oui, c'est ça l'intérêt, évidemment. Comme C'est l'a que dit, la volatilité, tout à fait. Mm. Et d'où la possibilité de l'apporter en collatéral par rapport à… c'est compliqué d'apporter des actifs aussi volatiles que des bitcoins ou des ethers quand on veut collatéraliser un produit dérivé. D'où effectivement l'intérêt de ces stablecoins, c'est clair. Et ensuite, on a un autre écosystème au même titre qu'Ethereum, Polkadot, avec une spécificité de plus, c'est que leur ambition, c'est de connecter les blockchains entre elles. En gros, si on compare à Internet, Internet, au début, c'était quoi? C'était juste des petits intranets des universités hein, qui échangeaient des infos entre elles. Et puis un jour, il y a des protocoles comme TCP/IP qui sont apparus et qui ont commencé à connecter ces intranets. Ça a donné Internet. Et en fait, des protocoles comme Polkadot et Cosmos vont faire la même chose. Et aussi Internet Computer, d'ailleurs, que tu mentionnais tout à l'heure. Ça, c'est typique, c'est des protocoles impressionnants. Ça, c'était construit par un des fondateurs d'Ethereum qui a aussi inventé le langage de programmation Solidity. Enfin, c'est que des grosses pointures et on est en train de vraiment de voir apparaître un écosystème un peu comme la naissance d'Internet, c'est pareil en fait. Sauf que tout est open source et que tout le monde peut réfléchir dessus en même temps et faire des projets. Donc, ça va extrêmement vite. Ça va vraiment, vraiment vite. Parce qu'on a toute la créativité de la planète qui est concentrée, sans limite. Quoi. On a des tokens de gouvernance avec des DAO. Ça, c'est un truc aussi absolument… C'est organiser des sociétés de manière complètement décentralisée, gérer des organisations de manière décentralisée, horizontale.
Ensuite, donc on a, je ne sais pas si je vais vous faire tous les écosystèmes parce que ça va prendre trop de temps, mais en fait, ceux que vous connaissez, donc Solana, concurrent d'Ethereum, les automated market makers, c'est eux qui fournissent de la liquidité. Donc là, ils ont tous des noms très bien trouvés. Alors on a PancakeSwap, SushiSwap, Uniswap. Donc je conçois que de prime abord, ça puisse faire sourire. Après, on a donc l'univers de Cosmos, pareil, même chose que Polkadot, on connecte les univers les uns avec les autres. Donc c'est pour ça que pour le moment, en fait, juste en 2 mots, on a sur Ethereum, pourquoi Ethereum marche si bien? C'est parce qu'on a un effet de réseau. Chacune des applications attire des nouveaux clients qui interagissent avec les applications d'Ethereum. Et donc, ça crée un effet de réseau. Et si on ajoute toutes les capitalisations boursières de toutes les applications d'Ethereum, Ethereum est de loin l'actif le plus gros pour le moment. Enfin, c'est de loin l'écosystème le plus important. Et Cosmos va connecter les écosystèmes entre eux. Donc, on va assister à un effet de réseau, à mon avis, inter-blockchain qui va faire, à mon avis, donner une dimension vraiment plus importante à ces écosystèmes. Ensuite, on a les NFT, donc vous avez peut-être entendu parler des non-fungible tokens, donc qui vont servir à tokeniser le réel, puisque ce sont des tokens qui ont une identité propre, qui ne sont pas fongibles, comme leur nom l'indique. Donc voilà, je ne vais peut-être pas tous les faire, mais vous voyez qu'on a vraiment énormément de sous-familles, ça va très vite, et là, ils ne donnent que les 3 premiers, mais on peut en ajouter 20 dans chaque sous-catégorie sans problème. Donc, c'est un univers en pleine explosion, et surtout quand on a des marchés haussiers tels que celui qu'on connaît actuellement. Et ce que j'aimerais justement essayer de vous montrer maintenant, c'est que ces univers-là, je les passe, je ne vais pas tous les faire, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. Par la suite, oui, tout à fait. Non, mais de toute façon, même si je trouve ça intéressant que tu en aies parlé, merci Stanislas, parce que c'est vrai que ça peut être aussi l'objet d'agenda de thématiques sur des conférences prochaines, notamment tu as parlé des oracles. Les NFT, ça sera également une conférence dédiée. Enfin, voilà, sachez qu'il y aura des conférences blockchain HEC dédiées à ces sous-marchés, on va dire. Ouais. À la défi, ça pourrait être intéressant aussi, je pense, parce que c'est un univers qui mérite d'être suivi dans ce moment, je pense. Ça, exactement. Donc, ce que j'aimerais juste vous montrer, c'est un peu les grandes lignes de ce qu'on comprend en fait du réseau Bitcoin. On va se concentrer sur le Bitcoin maintenant parce que c'est là où il y a le plus d'informations, c'est aussi là où on a le plus d'historique. Donc l'idée c'est de comparer par rapport au cycle du Bitcoin parce que comme vous pouvez le voir, là c'est ce que j'ai trouvé sur internet, c'est pas moi qui l'ai fait, mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que en fait on a le Bitcoin c'est un actif qui est cyclique, qui est comme en fait la plupart de tous les autres actifs. On n'a pas eu une seule bulle en 2017 et une nouvelle aujourd'hui. En fait, on a eu 3 cycles, 3 marchés haussiers, fortement haussiers. En fait, on voit bien ici. Donc là, vous avez donc un premier marché très, très haussier en 2012 jusqu'à 2014. Ensuite, un deuxième de 2016 à 2018, jusqu'à fin décembre 2017, et un nouveau qui a commencé en mai. Alors, la grande spécificité du Bitcoin, c'est que ces marchés haussiers ont été drivés par ce qu'on appelle des halvings à chaque fois, en fait. On a eu un premier halving, un deuxième halving ici, et un troisième halving. Les halvings, c'est la rémunération des mineurs qui est divisée par 2. Autrement dit, on a le protocole Bitcoin, donc le programme initial, a prévu qu'à intervalles réguliers, donc tous les 210 000 blocs, le nombre des bitcoins qui sont mis en circulation à chaque fois qu'un bloc est ajouté à la blockchain est divisé par 2, et du jour au lendemain. Donc traditionnellement, ça a engendré un effet de rareté qu'on retrouve dans aucune autre classe d'actifs, en fait. L'objectif en fait de ces halvings, c'est d'assurer finalement l'émission des bitcoins dans le temps, parce que sinon, vous savez en fait, de 2000, en fait, depuis la création du Bitcoin jusqu'au premier halving, il y avait à chaque fois qu'un mineur ajoutait un bloc à la blockchain, il recevait 50 bitcoins. Ensuite, on avait donc là, premier halving, ça passe à 25, là ça passe à 12,5, et depuis le mois de mai dernier, on est passé à donc 6,25, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les 21 millions de bitcoins, puisque c'est une monnaie qui est non inflationniste, on sait combien il y aura de bitcoins émis au total, sauf que ça va se faire dans le temps. Ça sera en 2140 a priori, puisqu'à la fin, il y aura 0,001 bitcoin émis pour chaque bloc, au bout du 10e halving ou 20e halving. Vous voyez ce que je veux dire.
Nous, ce qu'on constate, en tout cas, c'est que à chaque halving, pour le moment, ça a entraîné des marchés fortement haussiers. C'est essentiellement dû donc à cet effet de rareté. Et pour le moment, d'après ce qu'on peut voir, en tout cas, ces marchés, il y a plusieurs. Ces phases sont généralement les mêmes. Donc, on a donc une période en fait d'accumulation ici, une période en fait où en fait post bear market, accumulation, marché fortement haussier, bear market, accumulation, en fait où les smart money accumulent, et on a des indicateurs hyper précis. Je vais vous en montrer quelques-uns qui nous montrent quand on est en période d'accumulation et qui nous montrent quand on est en période d'accélération, parce que bon, c'est un actif qui est jeune et qui est encore, comme vous le voyez bien, extrêmement volatile, et donc qui se comporte, qui a des comportements un peu de bulle, en fait. Pas un peu, quand on prend 3000, enfin, c'est un actif qui a pris 3000% là, et qui va en prendre plus, donc c'est ma conviction, hein. D'ailleurs, je voulais juste dire que c'est évident, mais je veux juste le rappeler que finalement, voilà, tout ce que je dis là, c'est de la théorie pure. Je n'ai pas la moindre idée. Là, on voit que le marché se retourne énormément en ce moment. Je sais, ce que je prends, c'est toutes les informations qui sont à ma disposition. Je les analyse toutes les semaines. Je fais un coaching toutes les semaines. Je fais une analyse assez approfondie de toute l'info qu'on peut trouver. J'essaie d'en analyser le plus possible. Mais on ne sait pas si en fait, le réseau Bitcoin va se comporter de la même manière dans ce marché-là haussier que dans celui-là. Notre hypothèse, c'est que ça va être le cas et que les indicateurs sont fiables, mais c'est une hypothèse. Voilà. Donc là, juste pour essayer de voir où est-ce qu'était le pic de mars 2020 par rapport à, pour ceux qui regardent la conférence ou qui ne la regardent pas, justement, pour juste où est-ce qu'est mars 2020 par rapport à, parce que je ne vois pas très bien. Ah oui, pardon, mars 2020, c'est là. C'est le crash du Covid est là, effectivement, quand le S&P a crashé. Et c'est le début, donc on est revenu à 3000 et quelques, 3003. Et là, vous voyez, on était à 20 000, en fait. Donc, le marché a perdu 80, en moyenne 85-90% de sa valeur. Et ce qu'on pense, c'est que si, et on va voir maintenant, j'aimerais vous montrer un modèle, mais justement le modèle du stock to flow, mais si jamais, en gros, je vais revenir sur ce modèle-là, mais en gros, s'il se passe la même chose, si on atteint les 100 000 $ comme le modèle qu'on va voir le prédit, ou en tout cas le prévoit, eh bien, il y a des chances qu'on assiste au même bear market. Mais ça, encore, c'est discuté. Et qu'on assiste à un retour peut-être du Bitcoin, peut-être pas à 3 000, mais peut-être à 20 000. Donc ça, c'est plus… Oui, Donc justement, le stock to flow, c'est un des indicateurs les plus connus, hein, qui a… comme son nom l'indique, c'est combien de temps il faut, avec la production actuelle d'un actif, combien de temps il faut pour remplacer le stock actuel. Donc, c'est utilisé aussi pour l'or, pour l'argent, pour le platinium. Ce qui est intéressant avec le Bitcoin, c'est que, comme je vous disais, avec ces halvings, on a un effet de rareté immédiat. Ils sont représentés ici. Et finalement, pour le moment, le modèle du stock to flow est respecté presque à la lettre. Et on voit bien que là, ça nous mène à 100K. C'est ce que pensent pas mal de capital investors finalement, et même évidemment les créateurs de ce modèle, mais beaucoup de gens reposent là-dessus, typiquement sur ce type de modèle, en fait, pour se projeter. Petite parenthèse, le Bitcoin, la courbe de prix du Bitcoin est souvent représentée, même tout le temps, de manière logarithmique. C'est pas linéaire, en fait. On voit bien que là, entre 1 et 10 $, il y a autant d'espace qu'entre 10 et 100 $, 100 et 1 et 1000, 1000 et 10 000 et 1000 et 100 000. C'est parce que, en fait, la façon dont le prix se comporte correspond parfaitement, en fait, à cette représentation. On voit bien que le temps qu'il a fallu au Bitcoin pour atteindre 10 $ est quasiment le même. On voit bien que là, on est passé en l'espace de quelques mois, même pas, enfin, le bull market a commencé fin octobre 2020. On était à 10, on est passé à 60 en l'espace de quelques mois, alors que 60 000. Alors que là, vous voyez, on a mis des années à atteindre 1000, vous voyez, plusieurs années. Donc, c'est pour ça que c'est représenté de manière logarithmique et que ça correspond parfaitement finalement à ce modèle qui, pour le moment, est parfaitement respecté. Alors, ce que dit Plan B, donc vous pouvez retrouver sur Twitter, qui a créé ce modèle, c'est qu'on est peut-être aujourd'hui dans une configuration du modèle de 2013, vous voyez, où on a eu une très forte poussée haussière d'un coup, ce qui a été un peu le cas là pendant quelques mois, pendant 6 mois, avec l'arrivée des institutionnels qu'on n'avait pas en 2017. Donc une arrivée massive, hein, un FOMO presque. On a eu on a eu d'abord
MicroStrategy. On a eu ensuite le fondateur de Twitter, ils en ont acheté quand même pas mal. Et puis, on a eu le coup de sifflet de PayPal. Là, PayPal a dit, bon, maintenant, les utilisateurs US, ils vont pouvoir commencer à acheter des bitcoins avec PayPal et même les utiliser depuis leur compte PayPal. Et là, ça a été le lancement. On voyait bien, moi, je l'ai vachement documenté et je le voyais, c'était fou. On voyait toutes les banques d'affaires qui commençaient à faire des projections, à créer des desks. On voyait JP Morgan, Red.io, tout le monde commençait à en parler et à dire « Ah, mais je me suis peut-être trompé ». Et en fait, il y a un vrai FOMO. Alors, le FOMO, justement, si tu peux le fear of pardon. C'est le... Non, mais le fear of missing out, c'est la peur de manquer une opportunité et donc qui se traduit généralement par un rush qu'on voit aussi bien chez les institutionnels, donc les banques et les fonds d'investissement, que chez les retail, c'est-à-dire vous et moi, quoi. Donc la peur, panique qu'on retrouve, c'est des mouvements de foule. Et c'est un peu parfois ridicule, mais c'est énormément, comme vous le savez, je vous apprends rien, mais la bourse, c'est énormément de psychologie et que on retrouve évidemment ces mouvements-là dans des marchés aussi haussiers et aussi euphoriques. Entre parenthèses, il n'y a pas que le Bitcoin qui est euphorique en ce moment. Il y a beaucoup d'autres marchés qui le sont. Les cryptos particulièrement, parce que évidemment, c'est très facile. Une des particularités des cryptos, c'est que c'est vous qui détenez vos tokens sur votre portefeuille. Chez vous, c'est vous qui donc appuyez sur le bouton vendre ou acheter. C'est beaucoup plus facile que de passer par un broker ou par votre banquier. Et donc forcément, quand ça tombe fort, comme ce qui est en train de se passer en ce moment, si vous n'avez pas une vision à long terme, vous vendez et vous perdez parce que ça remonte très vite derrière. Donc moi, ce que j'essaye de dire généralement, c'est qu'il faut avoir une vision à long terme. Vous pouvez vous amuser sur des… donc, ce n'est pas l'objectif de cette conférence, mais tu ne donnes pas de conseils d'ailleurs. Mais si sur vous pouvez, l'idéal, c'est d'avoir un portefeuille de tokens structurels, de gros tokens auxquels vous ne touchez pas sur la tendance long terme, parce que vous avez déjà à prendre un upside tellement important, ça va déjà prendre tellement de valeur que si vous vendez au bon moment, ça vaut le coup. Et surtout, vous n'allez pas vous faire avoir à racheter et vendre au mauvais moment. Mais vous pouvez, et si vous voulez, vous pouvez vous amuser avec des projets plus petits, à fort potentiel. Ça, ce n'est pas ce qui manque non plus. Bon, bref, ce que je veux dire, c'est que vous avez donc le stock to flow, voilà, qui nous donne en gros une prédiction à 100K, et ce n'est pas le seul. Donc, voilà, ça ne veut pas dire qu'on va y aller. Je vois personnellement pas le marché se retourner ici et redescendre, mais c'est une option, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Alors, vous voyez, c'est ce que je disais, finalement, c'est qu'on est dans vraiment une courbe logarithmique. Donc là, en fait, c'est une série de… en fait, c'est des fib, c'est des retracements Fibonacci avec les différentes… on voit bien ici que quand le cours du Bitcoin atteignait finalement cette courbe en bas, c'était les périodes d'accumulation, là où les smart money ont accumulé massivement parce qu'ils vendent dans les périodes haussières. Et là, ils sont en train de réaccumuler. Il y a plein d'indicateurs qui nous le montrent. C'est pour ça que je crois que moi, on n'est pas dans une période… je ne pense pas que le top soit atteint. D'autant qu'on est plutôt dans une… bon, c'est ce que je crois. Après, je peux tout à fait me tromper. Mais et ce genre de modèle a prévu les tops systématiquement, vous voyez, dans les marchés haussiers précédents. Donc, la théorie, c'est de dire que finalement, quand on va avoir potentiellement une dernière patte haussière dans ce marché haussier, qui pourrait correspondre à une période d'accélération, typique des bulles, vous savez, période d'accélération et une chute brutale. Donc, c'est une possibilité. On ne sait pas si c'est ce qui va se passer, mais c'est une possibilité. Il y a un autre indicateur qui s'appelle le NUPL, le Net Unrealized Profit and Loss, qui est… donc, en gros, ce que cet indicateur nous dit, c'est si jamais tous les utilisateurs du Bitcoin vendaient leurs tokens au même moment maintenant, est-ce que le réseau serait en profit ou en perte? En gros, est-ce qu'il serait au-dessus de zéro ou en dessous de zéro? Et ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de nous situer dans le cycle. Et notamment, cet indicateur est assez intéressant pour voir où est-ce qu'on se situe dans le cycle. Vous voyez, là, on est dans le cycle de 2017. Et on voit bien que donc là, vous voyez, ils ont en fonction des zones, concrètement, quand on dépasse 0,75, on est 0,76, pardon, on rentre en période d'accélération en bleu. Et bon, là, je l'ai pas tout mis, mais en fait, si on va voir les périodes d'accélération, les cycles précédents, c'est aussi vrai. Les périodes d'accélération, ça a servi de résistance à plusieurs endroits ici. Donc, on a vu, nous, on s'est demandé si on n'allait pas rentrer en période d'accélération ici, vous voyez, clairement. Et ça a corrigé ici. On a eu donc finalement, ces indicateurs ont été purgés. Et là, depuis 3 mois, depuis le début de l'année, finalement, depuis début février, on a une période une absence de vol entre guillemets, toujours sur le marché Bitcoin.
il reste dans un range entre en gros 50-60. Bon, là maintenant, il en est sorti. Ma conviction, c'est que c'est pour préparer une nouvelle pâte haussière. Je peux tout à fait me tromper. En tout cas, voilà, quand il est en dessous de zéro, on voit bien que c'était aussi les périodes d'accumulation. Hein, vous voyez, lors du crash de mars, donc le crash du Covid, hein, où le S&P avait crashé. On va voir également je vais vous montrer ça après, mais il y a un truc qui est important aussi de voir maintenant, c'est qu'avec l'arrivée des instituts, le Bitcoin est de plus en plus corrélé avec les actifs traditionnels parce que ces actifs, les crypto-actifs sont maintenant ajoutés dans les portefeuilles de ces gérants et que quand un actif comme le S&P crash, eh bien, eux, ils liquident de toute façon les actifs qu'il faut liquider pour payer les appels de marge et le Bitcoin, que ce soit du Bitcoin, de l'or ou n'importe quoi, ils le liquident pareil. Et du coup, c'est une explication sommaire, mais je pense que c'est un peu ça le fond, et que au final, on a des actifs, et ça, je vais vous montrer, de plus en plus corrélés en fait. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle hein, pour le marché. Pour le moment, c'est bien, mais on verra dans un deuxième temps. En tout cas, en mars, on a tout de suite vu. Mars, c'était vraiment la première fois qu'on voyait en fait les deux, comment étaient corrélés les deux et comment se comportaient les deux, et notamment en fait aussi la finance décentralisée. On a d'autres indicateurs. Je vous montre les principaux. Il y en a une cinquantaine que moi je fais tourner toutes les semaines. Il y en a une cinquantaine. Je vous montre les principaux pour vous donner une idée. C'est payant d'ailleurs. Hein. Enfin, je veux dire, c'est vrai que c'est des indicateurs faits par les professionnels pour les professionnels. Enfin, c'est assez spécialisé et merci de les partager parce que c'est vrai que c'est hyper intéressant. Je te remercie. C'est vrai que c'est juste pour voilà. Et ce qui est intéressant, je trouve, en tout cas, moi, c'est de voir que c'est une nouvelle science. En fait, c'est pas des indicateurs qui étaient utilisés, qui existaient il y a 10 ans. Ils sont vraiment apparus avec la blockchain Bitcoin parce que il y a des sites sur lesquels on voit l'ensemble des données qu'on peut extraire de la blockchain. Ce qu'il faut bien voir, c'est les petits écosystèmes dont je vous parlais, c'est une économie. Il faut voir ça comme une économie. Il y a un PIB, il y a de la création de valeur, il y a c'est ce qu'on appelle la crypto-économie. C'est assez passionnant. Et on a aussi donc la token économie qui est le rôle du token, donc qui peut être vu soit comme une monnaie dans cet univers, soit comme il a 10 000 rôles maintenant. Hein, on peut offrir un droit d'entrée, un droit d'utilisation. Enfin, c'est justement, il y a quasiment autant de business models qu'il y a d'écosystèmes. Et donc, ça rend le truc, c'est une science, quoi. Le MVRV, donc Market Value to Realized Value, en 2 mots, c'est un indicateur qui compare donc la market value, c'est la capitalisation boursière. On prend l'ensemble des tokens, l'ensemble des bitcoins. Juste pour clarifier, quand je dis token, jeton, bitcoin, c'est pareil. Hein. On utilise, c'est vrai que je devrais peut-être le clarifier, mais en fait, un bitcoin, c'est un token, c'est un jeton. Voilà, c'est le même mot. Je vais utiliser bitcoin pour être plus clair. En gros, on prend l'ensemble des bitcoins qui ont été émis depuis le début, donc depuis la création, hein, qui ont été minés, et on le multiplie par le prix actuel. Donc on a une valorisation du réseau qui est spéculative parce qu'il y a déjà beaucoup de bitcoins qui ont été perdus. Il y a beaucoup de bitcoins qui sont loqués sur des adresses qui n'ont pas été bougées depuis des années. Et donc, c'est ce que prend en considération la valeur réalisée, justement, realized value, qui justement valorise les bitcoins au prix de leur dernier mouvement. Donc, on a par exemple, vous voyez, si c'est un bitcoin avait été bougé la dernière fois en février 2017, il serait valorisé à 1000 $. Et donc, on a une valorisation beaucoup plus précise en fait du réseau. Et on partage, en fait, le MVRV, c'est un ratio des deux. Et ça nous donne finalement une vision assez précise aussi, vous voyez, de la façon dont on atteint les tops. Globalement, c'est aussi vrai pour les autres cycles. Hein. Donc, quand on dépasse les 3,7, on rentre dans la période d'accélération. C'est pour ça que je parle de période d'accélération, parce que en fait, les autres cycles avaient des comportements de bulle et que le cycle dans lequel on est actuellement a aussi un comportement de bulle. Vous voyez, c'est un actif qui prend 4000% là, comme ça, c'est un comportement de bulle. Donc là, ce qui se passe depuis 2-3 mois, c'est un peu moins le cas. Effectivement, on a une forte correction. C'est pas une correction, c'est en fait, on est en train de réaccumuler. On a l'impression que les instituts ont tout donné là. Enfin, généralement, c'est les mineurs en fait qui détiennent le gros des actifs, les mineurs et certains fonds. Donc, ils vendent tout quand ça monte et là, ils réaccumulent. Et on voit, il y a des indicateurs qui le montrent très, très bien, ça, hein, que les mineurs ont arrêté de vendre et qui sont en train de réaccumuler depuis là, sans doute en préparation d'une nouvelle pâte haussière.
Voilà. Et pareil, vous voyez, quand ça descend en dessous de 1, ça prévoit parfaitement la période d'accumulation. Donc, c'est là qu'il faut acheter, quoi. Donc, c'est intéressant de suivre ces indicateurs parce qu'une fois qu'on aura, une fois qu'on aura atteint le top de ce marché, en admettant qu'il y a un top, évidemment, et qu'on puisse plus ou moins le prévoir, lorsque, par exemple, moi, ce que je vais faire et ce que je vais partager, en tout cas, toutes les semaines, c'est je vais faire une liste de tous les indicateurs et ceux qui vont rentrer dans le rouge parce qu'on en a eu 3 ou 4 qui sont rentrés dans le rouge déjà. Donc là, ça a corrigé, ils sont redescendus. Mais à un moment, on commençait à se demander est-ce qu'on fait des prises de profit ou pas. Mon objectif perso, en tout cas, c'est de commencer les prises de profit en période d'accélération pour les transférer en stablecoin et attendre le marché haussier comme ça sans être éligible fiscalement. C'est un autre débat. Ce que je veux juste dire, c'est que voilà, donc cet indicateur a été très purgé et c'est très bien. Je pense que moi, c'est très bien et je ne serais pas étonné. Vous voyez, ici, en 2017, c'était aussi le cas. On a eu plusieurs fois, d'ailleurs, soit dit en passant, on a eu finalement des corrections beaucoup plus fortes en 2017 qu'aujourd'hui. La correction qu'on connaît actuellement de en gros 35%, peut-être plus là, on avait systématiquement des corrections de 40%, plus 40% et plus, donc beaucoup plus de vols. Ça vient sans doute du fait que voilà, il y a des instituts maintenant qui mettent les bitcoins sur des bourses, sur des adresses, ils n'y touchent plus. Il y a aussi des fonds comme Grayscale où les fonds sont loqués. Il y a des analyses assez poussées là-dessus où on parle vraiment de crise de la liquidité, enfin, crise de la disponibilité des bitcoins, qui joue évidemment en faveur d'une explosion du prix, mais c'est assez sérieux. Je pense qu'il y a eu les instituts ont beaucoup acheté et qu'il pourrait y avoir un manque. Ces phénomènes, donc essentiellement dus au halving, mais par exemple chez Ethereum, ces phénomènes de rarification des Ethers, par exemple, se retrouvent aussi avec des mécanismes différents, mais on le retrouve aussi et c'est très bien pensé. Il y en a plein qui jouent là-dessus. Les Binance aussi, ils brûlent des tokens systématiquement à intervalles réguliers pour justement faire limiter le supply, en fait, la disponibilité des tokens. Donc voilà, tout ça, c'est des économies qui sont tout est fait pour que le prix augmente. Alors ensuite, on a, alors je vais passer assez rapidement, mais on a aussi tout l'aspect du minage que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est juste l'administration du Bitcoin. C'est le fait pour des nœuds du réseau de lever la main et de dire moi je veux bien participer à l'administration, donc je vais acheter des ordinateurs, je vais prendre de l'électricité, puis je vais avec mon ordinateur, je vais prendre les transactions que vous réalisez, je vais les mettre dans des blocs et je vais ajouter ces blocs à la blockchain. Et à chaque fois, si moi j'arrive à être sélectionné pour ajouter un bloc à la blockchain, je vais toucher mes 6,25 bitcoins et avec un peu de chance, ça va rentabiliser tous mes investissements. Le hash rate ici, donc ce qu'on voit ici, c'est ça mesure le nombre en fait, c'est la puissance de calcul sur le réseau, c'est-à-dire le nombre d'ordinateurs qui travaillent sur le réseau. Parce que plus il y a de mineurs, plus il y a d'ordinateurs, plus évidemment il y a de capacité de calcul. À quoi sert la capacité de calcul? Il y a un mécanisme, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en 2 mots, il y a un mécanisme de consensus justement qui permet de déterminer quel mineur va pouvoir ajouter les blocs à la blockchain. Parce que tous les mineurs ont envie que ce soit eux pour gagner les 6,25 bitcoins. Donc il y a un mécanisme qui permet de déterminer lequel va être élu. Et ce mécanisme s'appelle le proof of work. C'est un mécanisme absolument débile qui vise à deviner l'adresse du prochain bloc. En gros, réaliser des milliards de transactions, de hash, en fait. C'est des calculs, des milliards et des milliards de calculs, d'où la consommation, l'énorme consommation énergétique du Bitcoin. C'est de là que ça vient. On dit que le Bitcoin consomme autant d'énergie qu'un pays comme l'Irlande, c'est vrai. Et c'est absurde, même si depuis Ethereum, il y a des nouveaux mécanismes qui sont apparus et qui sont l'immense majorité. Donc, le mécanisme du proof of work utilisé par le Bitcoin est voué à disparaître. C'est important de le dire, que toutes les autres nouvelles cryptos n'utilisent plus ça. Ça, c'est un dinosaure, en fait, le Bitcoin. Il faut bien comprendre. Ce qui fait aussi sa solidité. Mais c'est un dinosaure. Comparé à ce qu'on a maintenant, c'est très, 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 très vieux. Donc voilà, en gros, ça nous donne en tout cas la santé du réseau et ça nous permet de voir que, il y a eu, là, c'était il y a un mois, on a eu un accident en Chine, il y a une centrale à charbon qui a cramé, donc il y avait plein de poules de minage. Parce que maintenant, c'est tellement compliqué de miner sur le Bitcoin que c'est des poules de minage, c'est-à-dire des milliers et des milliers d'ordinateurs qui se mettent en poule
pour participer à ce mécanisme de consensus, ou alors c'est des fermes de minage carrément, c'est des data centers gigantesques et donc il y en a un qui avait plus en Chine, ils étaient plus alimentés en électricité et du coup ça a fait cracher le hash rate qui est remonté aussi. Ça permet de, excuse-moi je te coupe, de Non, répondre à cette question qui était justement sur l'utilisation des CPU des ordi individuels pour le minage. La question, c'est est-ce que c'est compliqué techniquement parlant? Quel protocole? Si on parle du Bitcoin, c'est le protocole Bitcoin. Et comparé à des fermes de minage, je te laisse répondre, mais c'est pour faire la transition avec ce que tu viens de dire. Effectivement, un individuel avec son CPU a très peu de chances de réussir à miner en compétition avec les mineurs d'aujourd'hui. C'est pas ça sert à rien d'essayer, en fait. C'est ça, c'est juste... Non, mais c'est juste pas possible, en fait. C'est juste plus possible maintenant. C'est des fermes, on parle de fermes de minage. C'est des hectares de racks, d'ASIC qui sont des trucs ultra performants dédiés. C'est des programmes, en fait, dédiés uniquement au Bitcoin, conçus pour le Bitcoin. mais ce qui est intéressant, c'est que les premiers, ceux qui ont miné, qui recevaient 50... il y a une adresse qui détient 800 000 bitcoins, on pense que c'est celle du créateur, hein, donc de Satoshi Nakamoto, et lui, il les minait depuis son ordi, on pouvait le miner sur son laptop. Mais alors justement, il y a un deuxième composante, c'est que plus il y a de mineurs, plus c'est difficile. En fait, plus le protocole prévoit, le programme initial, hein, vous vous souvenez, prévoit que plus il y a de monde à miner, plus c'est difficile. Évidemment, toujours pour la même raison, en fait. Pour échelonner le minage du Bitcoin dans le temps, parce que sinon, ça serait fait sinon, tous les Bitcoins auraient été émis depuis longtemps, en fait. Donc là, il y a des milliers de gens qui essayent de miner, de mineurs, mais c'est extrêmement compliqué. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails du mécanisme, mais c'est relativement simple. Il y a un degré de difficulté en fonction du nombre de mineurs. Voilà. Exactement. Et donc, favoriser une émission de token sur une période donnée de, on avait dit 15 ans, je crois, jusqu'à 2024, avec un halving tous les 4 ans. C'est ça. Ouais, voilà, tous les 210 000 blocs, en gros tous les 4 ans, exactement. Et donc, ces deux données-là, le hash rate et la difficulté, justement, sont des données qu'on peut extraire pour en tirer, des indicateurs comme le hash ribbon, qui est traditionnellement, moi je le trouve super intéressant parce que en fait c'est des moyennes mobiles, hein, donc de ce hash ribbon, on prend ce hash ribbon, celui que je viens de vous montrer, on en fait deux moyennes mobiles, une à 60 jours et une à 30 jours. Vous voyez, une moyenne mobile, hein, c'est juste c'est une moyenne. En fait, on prend tous ces chiffres, on en fait une moyenne. Et donc traditionnellement, lorsque la moyenne mobile des 30 jours passe sous celle des 60, on a en fait une période de capitulation, c'est-à-dire que c'est une période où les mineurs, traditionnellement, capitulent. Une part importante des mineurs, parce que vous savez, c'est un business. Et si jamais le prix tombe trop bas, ou notamment quand il y a des halvings, hein, parce que leur revenu est divisé par 2 du jour au lendemain, il y a un nombre important de mineurs qui sont en faillite et ils disparaissent. Ils sortent, ils sont plus rentables, donc ils arrêtent. Et donc, il y a plusieurs moments, en fait, ça arrive à intervalles plus ou moins réguliers. On le voit bien ici, hein, toutes les périodes comme ça. Là, ce sont des périodes où il y a des périodes de capitulation dans lesquelles on est actuellement d'ailleurs. C'est souvent, traditionnellement, ça a été une période, ça a précédé une période de forte augmentation. Et c'est un indicateur, on peut le retrouver, donc ça s'appelle le hash ribbon. Là, il voilà, vous voyez bien, il a été activé en gros, et c'est généralement, quand il est activé, c'est généralement suivi d'une période d'achat et une forte période haussière. Donc en fait, voilà, moi je prends un ensemble d'éléments, je prends un ensemble d'indicateurs et je les mets les uns à côté des autres et je fais un peu une synthèse, j'essaye de voir ce que nous disent tous ces indicateurs, et il y en a plein qui nous parlent aussi du sentiment, hein, des marchés, dans quel sens potentiellement ça peut aller en fonction de… Là, on est vraiment sous le capot du Bitcoin. Vraiment, c'est de l'info brute, quoi. Et donc la difficulté, ce que je vous disais, voilà, plus il y a de mineurs sur le réseau à vouloir participer au mécanisme du minage, plus c'est difficile de miner. Donc plus c'est difficile finalement de trouver l'adresse du prochain bloc. Et donc voilà, plus ça leur coûte d'argent et plus ça concrètement, plus il faut faire de calculs, plus ça consomme d'électricité et ainsi de suite, quoi. Et du coup, plus aussi le prix du Bitcoin est obligé d'être élevé. En fait, c'est un mécanisme qui fonctionne comme ça aussi. C'est-à-dire que
c'est un cercle vertueux, enfin, entre guillemets, parce que plus ça coûte cher, plus finalement. Alors, vous allez me dire, il y a des mineurs qui disparaissent. Oui, mais ça fait aussi monter le prix inévitablement. Parce que les mineurs sont aussi eux qui font monter le prix. Et ils ne peuvent pas se permettre de faire tomber le prix du Bitcoin trop bas, sinon ils ne peuvent plus se payer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a aussi donc, ce qu'on appelle le difficulty ribbon, pareil, même mécanisme. Donc, c'est des moyennes mobiles à 200 jours, 128, 90, ainsi de suite. Et historiquement, donc voilà, on les regarde, hein, c'est un bel arc-en-ciel. Mais quand on regarde, c'est que quand ces moyennes mobiles se croisent ou se contractent, c'est généralement des périodes d'accumulation. Enfin, c'est généralement des périodes, des bons moments d'achat. Moi, je me souviens quand j'avais commencé à documenter, ça faisait déjà 2 mois que ça montait. Là, on avait une très forte hausse. C'était genre début novembre, mi-novembre, et j'avais vu le difficulty ribbon se contracter là. Et je me dis, mais arrêtez, c'est pas possible. On n'a toujours pas vu de correction, et je comprenais pas. Et en fait, on a eu, vous voyez, juste ça après. Et là, il vient de se recontracter. Donc voilà, c'est un indicateur de plus qui me dit potentiellement, voilà, que ok, il y a une forte correction, mais pour moi, on n'est pas à la fin du marché haussier. Voilà, c'est ce que je crois, et que potentiellement, on va avoir une nouvelle patte haussière. Quand, de quelle amplitude, je sais pas, mais voilà, je lis les indicateurs, les infos qui sont à ma disposition. Donc ça, c'est les cycles du Bitcoin. Et on a aussi, alors ce que je voudrais vous montrer, c'est les cycles intermédiaires. Donc c'est le rapport entre le Bitcoin, donc qui est de loin la plus grosse capitalisation boursière, hein, par rapport à l'ensemble des autres tokens créés. Donc on appelle des altcoins pour alternative coin, qui sont, donc on les compare, et on obtient un peu, c'est de la comparaison. Là, on compare, c'est la comparaison entre la market cap du Bitcoin par rapport à l'ensemble des autres. Et en fait, ça fait un jeu de dominance inversée. Enfin, vous voyez, c'est une balance, c'est un balancier. On passe de l'un à l'autre. Là, clairement, en ce moment, on est dans une période en fait où les investissements se font massivement sur les coins alternatifs. Alors, je vais vous montrer. En gros, on est dans une alt season. Il y a tout un jargon. Hein. Alt season, saison des alts, saison des coins alternatifs. C'est-à-dire que en gros, c'est quand le Bitcoin se fait expulser des 50 meilleurs performeurs. Donc des autres. Vous voyez, on a tous ces autres tokens qui performent mieux que le Bitcoin. Donc là, ils se font sortir. Le Bitcoin se fait sortir, mais après, on a des Bitcoins, on a des projets comme Dogecoin qui sont complètement. Enfin, c'est une coquille vide. Hein. Dogecoin, c'est une blague à l'origine. C'est juste une copie du code source du Bitcoin, et ils ont mis une tête de chien dessus. Et on en voit plein maintenant. Hein. Il y en a plein, donc c'est des arnaques, c'est des Ponzi schemes. Ils surfent sur l'euphorie actuelle, et surtout, souvent, je dis ça sans condescendance, mais souvent l'ignorance des nouveaux arrivants. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec Ethereum classique. Vous voyez, ETC. Ethereum classique, c'est quoi? C'est la première blockchain Ethereum. En fait, en 2016, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait eu une ICO pour la DAO. Donc, la DAO, c'était un Decentralized Autonomous Organization. En fait, ils avaient un gros projet sur Ethereum, et ils avaient fait une levée de fonds qui avait très bien marché à 150 millions. Mais finalement, le projet, il avait été hacké pendant l'ICO, pendant la levée de fonds. Et donc, Vitalik Buterin, donc le créateur d'Ethereum, avait dit, mais non, c'est pas possible, on va pas laisser tout cet argent se faire dilapider. Et ils avaient décidé de faire ce qu'on appelle un hard fork, c'est-à-dire de couper la blockchain en deux et de repartir sur une nouvelle blockchain. Donc, la blockchain actuelle, Ethereum actuelle. Mais il y a certains mineurs qui avaient dit, non, non, pas du tout, moi je continue à miner sur ma blockchain, celle que j'utilise, Ethereum. Je n'aime pas cette façon qu'a Vitalik et l'Ethereum Foundation c'était quand même un aveu de faiblesse aussi, parce que c'était une réaction centralisée. Hein. C'est une décision centrale hein, pour un projet qui se veut décentralisé. C'est pas la grande classe à l'époque. Et en fait, il y en a plein qui ont continué à miner sur Ethereum classique, mais il n'y a rien sur Ethereum classique. C'est une coquille vide. Il n'y a pas une application décentralisée qui est construite sur Ethereum classique. Et voilà, et pourtant ça prend 500%. C'est de la pure spéculation, il n'y a rien dessus, et c'est évidemment ce qu'on retrouve partout en ce moment. Il y a des projets majeurs qui se retrouvent expulsés alors qu'on a des chihuahuas qui ont été créés il y a 2 semaines et qui ont déjà des market cap de 50 milliards. Donc c'est l'absurdité des marchés actuels. Il faut ça fait partie du truc, hein, je crois, de la bêtise. Il faut faire avec. Ouais, voilà, faire avec, mais il ne faut pas se laisser griser. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de suivre les fondamentaux, parce que c'est une technologie qui a
Mais je pense qu'on retrouve la même absurdité que pendant la période .com, enfin pendant la bulle .com. Sauf que là, c'est en intervalle, enfin ça se répète, parce qu'on avait déjà vu ça en 2017. Les NFT, tout ça, ça avait déjà été le cas. C'est juste un peu plus gros là, un peu plus intense. Je vais passer rapidement maintenant sur d'autres, donc l'analyse technique, comme je vous disais, et aussi macro, un peu les éléments qui influencent. Donc voilà, ce que je vous disais tout à l'heure. En 2017, on n'avait pas BlackRock. En 2017, on avait justement Jamie Dimon qui disait, et d'ailleurs c'était marrant, c'était en septembre, donc quasiment au top de la bulle, qui disait voilà, Bitcoin is a fraud. Ok, maintenant voilà, JP Morgan. Je fais ça pour montrer parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont changé d'avis, et tant mieux. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ce soutien massif en fait des investisseurs institutionnels. Et donc voilà, ce dont je vous parlais tout à l'heure, la corrélation entre justement le Bitcoin et le S&P, par exemple, on voit qu'elle est extrêmement haute en ce moment. Elle est autour de 55%. On avait quasiment jamais, enfin, on n'avait jamais vu ça. Et donc vous imaginez bien que ce qui s'est passé là il y a 2 semaines sur le marché, c'était la semaine dernière, je sais plus. Et lorsqu'il y a eu l'annonce de l'inflation, ça aussi, ça contribue en fait à créer un environnement soit porteur, soit négatif. Donc, c'est des éléments qu'on prend aussi en considération. Donc, les actifs traditionnels, par exemple. Et il y a aussi, alors, assez intéressant, une corrélation inversée avec le dollar, donc le DXY. Et donc là, vous voyez, par exemple, il était en hausse depuis 2 mois. Et ça correspond à une période d'un peu de stagnation du dollar, du Bitcoin. Maintenant que le dollar repart à la baisse, est-ce que ça peut être propice pour une pâte haussière? Je pense en tout cas, je ne sais pas si ça joue directement, en tout cas, ça contribue à un environnement positif pour le Bitcoin. En tout cas, ils sont clairement inversement corrélés les deux. Et donc voilà, ça c'est un peu l'analyse. Donc c'est les charts, mais on peut. Maintenant on est redescendu là, on a des supports on peut utiliser, mais ça c'est comme. En fait, c'est les indicateurs qu'on utilise dans l'analyse technique traditionnelle, le RSI, les EMA. Donc là, on a d'autres indicateurs qu'on ajoute. Bon, je viens de vous parler du H-ribbon. Vous voyez, c'est comme ça qu'il se matérialise ici. Et généralement, on a un point bleu ici quand c'est un buy signal, donc un signal d'achat. Je pense que ça va arriver. On va voir, justement. Et là, on a aussi... c'est intéressant parce que c'est les espaces où il y a le plus d'UTXO. Les UTXO, c'est les unspent transactions. En fait, c'est un peu la compta du Bitcoin. C'est la façon dont ils sont organisés, dont les transactions sont organisées au sein de la blockchain. Toutes les transactions sont collées les unes aux autres. Elles sont toutes pour qu'on puisse remonter rapidement et auditer le réseau, en fait, de manière pour que les mineurs, à chaque fois qu'ils ajoutent une transaction, ils puissent auditer et déterminer que la personne qui fait la transaction a bien ce droit. Et donc, ça nous donne juste une idée du nombre du TXO. En fait, une transaction de Bitcoin, c'est un ensemble du TXO généralement, un ensemble de droits dépensés. Voilà. Et du coup, on voit les endroits où il y a le plus d'UTXO, c'est là où il y a eu le plus de vols, en fait. Et généralement, ça sert de support résistance et c'est un indicateur de plus. Voilà, mais il y en a plein d'autres, il y a toute une batterie. Mais en gros, tout ça pour dire que il y a plein d'indicateurs traditionnels qui sont utilisables, qui permettent, c'est des faisceaux d'indices, avec tous ceux qu'on peut ajouter et qui nous donnent une idée, un sentiment sur jusqu'où le prix du Bitcoin peut aller. J'espère que je n'ai pas parlé trop longtemps. Je suis désolé, Non, pas du tout. Non, c'est passionnant. Donc, je pense que pas du tout. Au contraire. Quelle heure il est? Pile 19. Oui, pile 19h. Si vous avez des questions. Ouais, je pense qu'on a quelques questions quand même, bien sûr. Alors, une question notamment sur peut-être de clarification d'Hélène qui nous dit qu'elle a noté que 75% des bitcoins restent en réserve. Donc sans mouvement, donc j'ai du mal à comprendre comment il peut y avoir corrélation entre les autres actifs, sauf à considérer que ce sont des institutionnels qui font les principaux mouvements à la hausse actuellement. Moi, c'est ce que je crois. D'accord. Oui, je crois que c'est assez clair. En fait, je pense que c'est un marché qui est pas. C'est assez difficile à clarifier justement, mais ce sont des instits c'est des instits qui drivent le sens du marché en tout cas, c'est clair. Ce sont pas les retail. D'ailleurs, quand vous regardez les livres d'ordre, c'est marrant, j'en parlais avec un trader tout à l'heure, qui lui qui est un trader traditionnel marché action. Et qui me disait c'est hallucinant quand on regarde le livre d'ordre sur Kraken, le nombre, la façon dont les ordres sont organisés, c'est pas du tout, ça peut pas être des retail parce qu'il y a des batchs d'ordres
y a des batchs d'ordre. C'est assez impressionnant d'ailleurs à regarder. Mais oui, donc c'est difficile à documenter, c'est difficile à dire, mais oui, je pense que le marché est drivé par les instituts. Moi j'ai une question par rapport à l'analyse on-chain que tu as pu faire sur Bitcoin. Est-ce qu'on a ce type d'analyse aussi sur les autres blockchains? En proof of work, c'est quand même plutôt, j'imagine que la réponse va être oui. Et en proof of stake, finalement, si on change de consensus, est-ce que ça va pas être peut-être plus compliqué de faire cette analyse ou au contraire, c'est faisable? Enfin, comment tu… Non, mais alors effectivement, il va y avoir, effectivement, par exemple, les deux indicateurs que je t'ai… alors, pour répondre à ta première question, oui, effectivement, on a ce type d'infos maintenant pour quasiment toutes les blockchains, enfin les principales, pour toutes les plus grosses, effectivement. C'est toujours pareil, hein, parce que c'est des données qu'on peut extraire et on leur applique tous ces indicateurs. Et généralement, en plus, on les compare au Bitcoin pour voir comment ils se comportent. En deux mots, la différence entre le proof of work, qui est le mécanisme utilisé par le Bitcoin, et encore par Ethereum, mais Ethereum va passer au proof of stake. Vous savez, hein, c'est toujours le mécanisme pour choisir le mineur qui va avoir le droit d'ajouter les blocs à la blockchain et obtenir la récompense. Le proof of work, on réalise des milliards de calculs. Le proof of stake, c'est une mentalité, et c'est pour ça que ça ne consomme rien, c'est juste qu'on met un nombre important par exemple, d'Ether en gage et qu'on part du principe que plus on a d'Ether en gage, moins on a intérêt à ce que le mécanisme de consensus se passe mal. Donc, on va allouer à ces mineurs-là, ceux qui ont des bitcoins, enfin des Ethers en gage, le droit de gérer le mécanisme de consensus. Donc, le droit d'ajouter les blocs à la blockchain et d'être rémunéré pour ça. Donc, c'est en fonction du nombre de tokens que tu as. Exactement. Okay. C'est en fonction du nombre. Et il y en a de plus en plus. Alors après, il y a des mécanismes, ça a beaucoup évolué. Il y a des mécanismes qui permettent de déléguer des droits, ça devient des vraies démocraties. Enfin, ça l'est déjà, mais ça devient ils délèguent le droit de participer au mécanisme de consensus. Donc, on élit finalement parfois, c'est le delegated proof of stake. Il y a 15 variantes. Hein, donc, mais l'idée, c'est on peut quand même extraire des données évidemment de ces blockchains publiques. Ça reste des blockchains publiques. Donc, il y a je dirais 90% des indicateurs qui sont encore valables. Que pensez-vous de la controverse au sujet de Tether qui ne serait pas adossé à de véritables valeurs? N'est-ce pas un gros risque pour le BTC, principalement acheté en Tether? Si, c'est un risque majeur. J'avais fait une vidéo sur YouTube là-dessus, en fait, assez… effectivement, on voyait bien que… alors, après, il y en a qui ont dit que ce n'était pas prouvé, mais on voyait bien qu'effectivement, une part importante des bitcoins était achetée en Tether et que la production de Tether était en explosion. Je crois que depuis… parce qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que… et d'ailleurs, demain, le 19, si je ne me trompe pas, c'est Tether doit montrer patte blanche à l'Attorney General de New York, en fait. C'est demain. Ils avaient 2 mois depuis le settlement qu'ils avaient trouvé justement avec l'Attorney General pour… en fait, ils avaient renfloué. Il y a eu en fait tout un problème. Comme je vous disais, Tether, c'est un stablecoin. Donc, normalement, il doit y avoir parité entre le nombre de Tether en circulation et le nombre de dollars qui sont en banque, en tout cas qui sont dans les livres donc là, en l'occurrence, c'est Bitfinex, hein, une autre bourse d'échange qui… donc voilà, pour backer ces stablecoins, pour pouvoir les rembourser à tout moment. Parce que quand vous voulez récupérer votre dollar qui est dans la banque, on brûle un Ether. Hein. Enfin, on fait disparaître un Ether, un Tether. Et donc, on s'est aperçu qu'il y avait plein de magouilles avec Tether, qu'ils avaient prêté une partie de l'argent qui était censé backer les Tether, qu'ils l'avaient prêté à Bitfinex pour renflouer ses pertes. Enfin, il y avait tout un truc qui avait été très bien exposé d'ailleurs par l'Attorney General. Et donc, il y avait eu des poursuites. Ils ont réussi à se mettre d'accord, ils ont réussi à rembourser. Cette semaine, Tether a dévoilé en gros l'ensemble des actifs, parce qu'il n'y a pas que du cash, hein, ce n'est pas du tout que du cash. Hein. Il y a pas d'ailleurs, le cash, c'est un petit pourcentage des actifs qui sont censés backer tous ces Tether. Et donc, ils nous ont montré qu'il y avait notamment une part, mais il faut aller voir sur Twitter, on peut retrouver le truc, mais c'est genre 65% en commercial paper, et on ne sait pas du tout ce que ça vaut, on ne sait pas d'où ils sortent. J'espère sincèrement que ça va bien se passer, parce que oui, alors là, ça serait une énorme claque, je pense, pour le marché. Une question de Sylvain. Pouvez-vous revenir sur les projets portés par Matic et Solana?
Bien sûr. Alors, Matic, en fait, c'est une seconde layer d'Ethereum. Ça veut dire quoi? Ethereum loue sa blockchain, et là, il y a 3000 projets dessus. La blockchain, elle est complètement… il n'y a plus de place, en fait. Il y a beaucoup trop de projets qui veulent passer des transactions. Donc, les fees qu'il faut payer à chaque fois que vous utilisez la blockchain explosent. C'est la loi de l'offre et de la demande. Les mineurs choisissent que les fees les plus élevés, et donc ils font passer les transactions, uniquement qui offrent un fees élevé. On a eu des fees, il y a 2 semaines, à $700, hein, pour faire passer une transaction à 50 € ou à $50. Donc, c'est un non-sens d'utiliser Ethereum en ce moment. Malgré tout, le nombre des transactions explose parce que les instituts s'en foutent de payer 100 €. Donc, bref, on a des volumes quand même importants, et vraiment importants. On a une TVL, donc entre guillemets Total Value Locked, c'est-à-dire le nombre d'Ether, le nombre de valeurs bloquées dans des protocoles de la DeFi qui est autour de 60 milliards maintenant. C'est quand même pas rien, ça augmente comme ça. Donc, il y a des projets qui gravitent autour d'Ethereum pour offrir des solutions pour désengorger Ethereum. Matic en fait partie. En gros, c'est quoi? Ce sont des chaînes, des blockchains à côté qui permettent à des applications d'aller faire des transactions sur cette blockchain et de uniquement utiliser la blockchain Ethereum de temps en temps pour assurer la sécurité de leur blockchain. En gros, pour aller enregistrer leur état, le nouvel état des transactions, mais ils l'utilisent assez rarement, pas toujours. Donc, on a Matic, mais il y a aussi XDAI, on a aussi Loopring, qui n'a pas tiré son épingle du jeu, malheureusement, mais qui est un beau projet. Et on a donc Optimism, mais qui n'a pas de token. Mais Optimism, sur lequel on a Uniswap et Synthetix. Matic, on a des projets majeurs. Et c'est pour ça finalement que le prix des Matic explose en ce moment, parce que d'une part, ça fonctionne très bien, et en plus, on a en dehors d'avoir un peu tout le panel, genre des QuickSwap, qui sont des copies d'Uniswap, hein, des protocoles qu'on retrouve sur Ethereum, qui sont des market makers, c'est-à-dire qu'ils apportent… Je pourrais vous rentrer, je rentrerai dans la détail de ces trucs-là parce que c'est passionnant, mais je ne peux pas trop, là, ça va prendre du temps. Mais ils ont aussi Curve et Aave, qui sont des protocoles majeurs de la DeFi qui sont venus s'installer sur Matic et qui permettent à la fois de désengorger Ethereum et donc de fonctionner quasiment gratuitement. Donc là, on peut aller emprunter de l'argent sur Aave et utiliser les pools de stablecoin de Curve. Donc c'est génial. Et évidemment, vu l'engorgement et vu l'engouement en même temps pour Ethereum, ce sont des projets qui peuvent que se développer. Mais pour le moment, il n'y a que Optimism et Matic. Sur Solana, Solana, pareil, c'est un écosystème qui se développe. Alors, il y a tout un écosystème. D'ailleurs, je vais sans doute en parler cette semaine. Pour le moment, moi, ce que j'ai analysé, je l'ai utilisé, ça marche très très bien. C'est notamment donc Serum dont je vous parlais. Serum qui est c'est un livre d'ordre décentralisé. Ça fonctionne de manière différente des market makers qu'on trouve, des autres bourses d'échange décentralisées. Et c'est assez passionnant parce que ils utilisent, en fait, c'est une plateforme de développement pour tous les autres DEX. Donc, sur Solana, on a plein d'échanges décentralisés qui utilisent un seul livre d'ordre, celui de Serum, et qui en fait, offre une liquidité super importante. Mais globalement, oui, c'est un écosystème qui va exploser. Hein. Moi, je pense que Solana, c'est assez impressionnant. Mais il y a Terra aussi. Il faut aller voir Terra. C'est fou. Quand tu dis de livre d'or, c'est-à-dire… Pardon, alors un livre d'ordre, c'est… Un livre d'ordre, excuse-moi. Ouais, livre d'ordre, c'est là où l'offre et la demande se Non, c'est bon. Non, c'est bon. Voilà. Une question de Romain. Stan, que penses-tu des inquiétudes de la SEC qui craint des manipulations de cours, un frein important à la création des premiers ETF crypto aux US? Question, bien sûr. À mon avis, les ETF, il y en a déjà au Canada, c'est qu'une question de mois hein, maintenant. Hein. En plus, on a Gensler à la tête de la SEC qui est il avait quand même une chaire Bitcoin au MIT, le mec. Enfin, je veux dire, c'est un crypto, une chaire cryptographie. Ouais. Il comprend très très bien. Et d'ailleurs, il serait à définir, mais le cas de Ripple pourrait être d'ailleurs pourrait être réglé assez rapidement parce que je pense pas qu'on ait… Alors, il est dans son rôle, il est obligé de protéger, c'est son rôle de protéger les investisseurs. Il ne peut pas dire all-in, allez-y, faites-vous plaisir. Mais c'est clairement pas quelqu'un qui est hostile. En tout cas, il comprend la technologie et il sait qu'elle va s'imposer et du coup, il est pragmatique, je pense. Et il y aura des ETF bientôt. Grayscale dont je parlais, ils ont déjà fait plusieurs demandes, ça finira par arriver.
Ta vision notamment par rapport à la complémentarité décentralisée, centralisée des exchanges aujourd'hui, comment tu vois les choses évoluer et puis quel sera le positionnement des décentralisés, enfin comment… Ouais. Ça arrive déjà, hein, c'est Oui, clair que les deux mondes cohabitent. On a des projets comme Riff qui cohabitent, en fait, comment dire, qui, qui coagulent toute la liquidité des deux univers sans problème, hein. C'est clair que là, on va avoir des pools, des pools maintenant de liquidité, hein, parce que Uniswap, en fait, toute la finance décentralisée, c'est que des pools de liquidité. En fait. C'est que des pools de liquidité comme des services. Et donc, c'est de la liquidité, c'est voilà, des pools d'Ether, des pools de stablecoin, tout ce que vous voulez, en fait. Et cette liquidité, elle existe aussi dans la finance centralisée. Donc, la finance centralisée, qu'on appelle finance centralisée, il y a 4 plateformes, en gros. Il y a Nexo, il y a Crypto.com, il y a Celsius, et il y a BlockFi, enfin il y en a 2-3 autres. Mais ces plateformes-là, elles offrent un peu les mêmes services que la DeFi de manière centralisée. Concrètement, quand vous déposez vos cryptos sur ces plateformes-là, vous leur livrez vos clés privées. Vous voyez, vous leur donnez vos tokens. Quand vous êtes sur la finance décentralisée, vous ajoutez vos clés privées dans un smart contract. Donc, ça appartient à personne. C'est décentralisé. C'est en risque, hein. Il y a des risques qu'il y ait des failles dans les smart contracts. C'est pas ce que je dis, mais c'est deux conceptions différentes. Et effectivement, ils ont tous les deux de la liquidité qui va se cumuler. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est déjà le cas. Et comment tu fais pour juger justement sur limiter les risques des, des échanges décentralisés? Comment tu fais pour juger de leur pertinence, les audits qu'ils ont pu suivre, etc. Comment… Il y a des organismes qui auditent tous ces smart contracts, qui donnent un peu leur stamp. Il y en a 3 ou 4. Donc, c'est évidemment important de checker. Il y a des liens, vous pouvez aller checker si le smart contract, en fait, si le protocole a été audité. Et ce qu'on voit se développer de plus en plus maintenant, c'est notamment avec Nexus Mutual, par exemple, c'est des assurances contre les hacks sur les smart contracts. En gros, c'est des pools, toujours pareil, sauf que là, ce pool, vous apportez de la liquidité d'un côté et vous êtes rémunéré pour ça parce que vous mettez votre liquidité à disponibilité. C'est une assurance, hein, en gros. Et si jamais il y a un hack sur le smart contract, par contre, vous perdez cette liquidité et elle est assurée pour dédommager ceux qui auront perdu. Voilà. Mais ça va énormément se développer. C'est déjà Nexus a fait un move intéressant récemment. Effectivement, donc, on parlait des NFT, on parle de la DeFi, qui est le premier cas d'usage concret hein, de la blockchain. C'est quoi la prochaine grande tendance? Tu parles des assureurs. Est-ce que ça peut être est-ce que tu vois d'autres cas concrets massifs, cas d'usage massifs, comme la finance décentralisée, de grandes tendances futures? Alors, on parle généralement de narrative. Effectivement, il y a des grands narratifs, effectivement, mais là, en fait, ça va dans tous les sens. C'est-à-dire que ça ne va pas dans un sens d'abord. Là, tout est open source, donc tout va très, très vite. Et en fait, on a, oui, alors, il y a en fait, il y en a plein, je pourrais t'en donner plein si tu veux. Mais globalement, il y a en gros ce qui passe par la tête, là, c'est l'interconnectivité, en fait, effectivement, entre toutes les chaînes. Il y a les NFT, parce qu'on va assister à une tokenisation du réel qui a déjà commencé, pas seulement des actifs financiers traditionnels, mais des actifs du réel. Maintenant, quand vous allez vendre sur Internet, je ne sais pas, un sac, vous allez aussi transférer un token à un NFT qui va prouver que c'est bien le vrai, qu'il y a bien, qui va faire qui va tracer en fait le produit. Que là, il y a déjà énormément de projets là-dessus qui le font, c'est concret, quoi. C'est pour les œuvres d'art, pour l'or, pour les diamants, pour n'importe quoi en fait. Mais vous allez aussi échanger tout ce que vous voulez, quoi. Ce qui va être, c'est ce qu'apporte la blockchain finalement. C'est la raison d'être de la blockchain, c'est ça. Initialement, c'est pour vous donner un exemple, en gros, quand vous transférez une vidéo aujourd'hui sur Internet, vous gardez une copie de cette vidéo dans votre boîte mail. Avec la blockchain, vous transférez que la vidéo. Donc, en gros, vous allez transférer de la valeur sur Internet à des gens que vous ne connaissez pas, ce qui n'était pas possible avant sans intermédiaire, sans banque, sans société de carte de crédit. Et là, vous allez pouvoir envoyer des tickets de cinéma, des liens de trucs de propriété à des gens que vous ne connaissez pas sur Internet. Et d'où Internet de la valeur, donc oui, ça va exploser, c'est sûr. En fait, il manquait. Je pense que Internet avait démocratisé l'information, ça, bon, c'est clair.
il manquait que ça. Je veux dire, les cartes de crédit, elles avaient été inventées avant Internet. Elles ne sont pas du tout faites pour ça. Je me suis fait pirater hier. Voilà. C'était pas, je me suis dit vivement que tu puisses payer les trucs en crypto, quoi. C'est clair et net que vu le monde digital dans lequel on est en train d'entrer, c'est ça, c'est évident. Enfin, excusez-moi, mais on voit bien aussi le mouvement des CBDC à côté. On voit bien que les gouvernements s'organisent aussi pour créer peut-être un nouveau système monétaire basé sur digital, en fait. On voit bien que la Chine, les US, tout s'organise. Ouais, et justement, par rapport à ça, finalement, le vœu pieux de la décentralisation qui était derrière quand même l'initiative de Satoshi Nakamoto, comment les comment les CDBC peuvent tirer un petit peu leur épingle du jeu et est-ce que tout ça peut aller dans la même direction finalement? Bah, là encore, je pense qu'on a des gouvernants qui sont dans leur rôle, qui sont obligés de mettre des garde-fous en fait, à l'entrée de l'univers des cryptos, notamment dans les bourses d'échange. Et c'est important, je pense déjà, qu'il y ait des KYC, que ce soit en tout cas que l'origine des fonds soit bien checkée pour que finalement l'univers des cryptos ne devienne pas une énorme machine à laver de blanchiment, quoi. Et en tout cas, il faut vraiment le limiter au maximum ça pour crédibiliser cet actif. Et mais ces deux univers qui vont évoluer en parallèle. Je pense que la finance décentralisée et la finance traditionnelle vont continuer à évoluer en parallèle. Ces deux univers il y en a un qui va énormément se développer, l'autre sans doute se réinventer, continuer à se réinventer et ne va pas disparaître du jour au lendemain. Maintenant, tout à l'heure, tu parlais d'un projet comme Internet Computer. Voilà, ça c'est un projet majeur, tu vois, typiquement, qui envisage d'offrir aux entreprises un univers de développement de leurs activités, ce que offre aujourd'hui le cloud, de manière complètement décentralisée, donc en maîtrisant vos données sans être captif de… Alors, je ne sais pas s'il y a des mastodontes qui vont apparaître et qui vont prendre la main dessus, peut-être. En fait, et Internet, au début, on espérait que ce ne soit pas le cas. On espérait que ça soit décentralisé aussi, Internet, au début. Puis en fait, on a vite compris que c'était vite qu'il y avait les GAFA qui avaient pris la main dessus. Est-ce que ça sera pareil pour la blockchain? L'avenir nous le dira. En tout cas, il y a effectivement une fenêtre peut-être là. Et ça sera toujours deux univers parallèles. Le dilemme de Triffin, ouais. Est-il un élément assurant un avenir aux monnaies virtuelles? Donc, le modèle de Triffin, dollar monnaie de référence conduisant à l'endettement des USA du fait de la surabondance de l'épargne mondiale. Donc, ouais. Je le crois, moi. Franchement, effectivement, le dilemme de Triffin, on voit bien. En même temps, je ne suis pas un économiste. Donc, je ne peux pas parler de ce que je connais. J'ai vu pas mal de gens dire que, effectivement, le fait que les US, le dollar soit une monnaie de réserve et que finalement, c'est plus possible aujourd'hui. On voit bien que c'est difficile, ça peut difficilement fonctionner. Ce que j'ai vu, moi, en fait, en tout cas, de développement, ce à quoi pourrait aboutir ce mécanisme de CBDC. Alors, CBDC, c'est Central Bank Digital Currencies. Ce serait des monnaies de banque centrale qui utilisent les mêmes concepts cryptographiques que le Bitcoin et que les autres cryptos. D'ailleurs, elles sont plus ou moins en train de piquer la technologie de Ripple et de Stellar, hein, tout simplement. Ça serait des consortiums de banques centrales qui échangeraient des monnaies les unes avec les autres. Elles seront interchangeables. Il n'y aurait plus de monnaie centrale. Il n'y aurait plus de monnaie de réserve mais c'est ce qui avait été discuté au moment de Bretton Woods avec le Bancor. On va juste créer un Bancor et certains pensent, bon là c'est de la spéculation pure, mais certains pensent que le FMI pourrait jouer, le FMI ou la BIS par exemple, Bank of International Settlement, pourrait jouer le rôle de chambre de compensation finalement de toutes ces monnaies centrales. Et que donc évidemment, il y en a qui ont intérêt à ce que ça devienne le cas, comme les Chinois qui ont lancé leur monnaie de banque centrale il y a longtemps, et les Américains qui ont un peu moins intérêt à ce que ça soit le cas et qui freinent un peu des pieds. Une petite question sur une ICO récente là, sur le token Mercant. Est-ce que tu t'en connais un petit peu le… Non, c'est pas un projet que j'ai vu, pourtant j'en vois passer. Ok. Le quantique face à la Bitcoin, enfin la blockchain de manière générale même. Qu'est-ce que… Alors, oui, déjà, il faudrait que… Oui, je ne sais pas à quel espace on se situe, dans quel espace-temps on se situe pour avoir un ordinateur quantique qui soit capable d'aller casser en fait, des mécanismes de hachage cryptographique comme le SHA-256 qui sont effectivement pas résistants apparemment à un ordinateur quantique. En fait, on a déjà des mécanismes de consensus, des organisations décentralisées
qui sont résistants, en fait, déjà, à un mécanisme. Alors, notamment, il y a ce qu'on a cet angle qui a été développé par IOTA. En fait, ils ont imaginé un mécanisme pour l'Internet des objets, sans blockchain, sans mineur, sans fils, mais un truc qui fonctionne en plus, un truc complètement… donc, chaque transaction est un nœud. Pour ajouter une transaction, tu es obligé de valider 2 autres transactions simultanément. Et donc, chaque membre du réseau est un mineur. Et donc, plus il y a de transactions, plus le réseau est sécurisé, et en fait, même un ordinateur quantique, apparemment, ne pourrait pas violer. C'est ce que j'ai lu. Je sais pas, c'est vrai, je ne suis pas un spécialiste. D'accord. Donc, il y a déjà des options, quoi. Mais ouais, c'est ça. Et puis, de toute manière, d'ici là, effectivement, les blockchains derrière les protocoles derrière Bitcoin ou autres grosses infrastructures auront évolué, quoi. C'est ça que tu penses aussi, ouais. Ouais. Ok. Tu parlais à un moment donné du positionnement d'Ethereum par rapport aux autres. On parlait des concurrents, on parlait de Solana, on parlait d'IPC, c'est ça? Est-ce que tu pourrais en dire quelques mots, notamment sur cette concurrence à devenir le prochain Ethereum? Ouais, alors, moi, je suis assez bullish sur Ethereum pour plusieurs raisons, en fait. D'abord parce que, ce qu'il faut voir, c'est que tous ces environnements de développement, de tous ces environnements de développement, Ethereum est de très, 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 très loin celui qui détient le plus d'applications dessus. Donc, il y en a la Binance Smart Chain, qui est un peu la deuxième en ce moment, qui est centralisée. Hein. Tous les mineurs sont connus, c'est des membres de l'univers de Binance. Et c'est pas vraiment, c'est pas comparable. Alors, effectivement, il y en a qui arrivent. Il y a Terra, il y a Solana. Il y a donc Cardano, évidemment, il y a EOS, Neo, Tezos, il y en a quand même toute une flopée, hein, mais il n'y a rien de construit sur Cardano, il n'y a rien de construit sur Tezos, sur EOS, il n'y a rien. Il n'y a pas une application, il y en a peut-être 2. Polkadot, par exemple, mais c'est vrai que Polkadot, c'est différent. Polkadot, c'est encore une autre catégorie parce que son objectif, c'est de… Oui, Polkadot, c'est clairement un concurrent pour moi. un concurrent, mais en même temps développé par un founder finalement de l'équipe d'Ethereum, j'ai compris. Gavin Wood, ouais, qui a créé la technologie. Il connaît Ethereum parfaitement, il connaît aussi ses faiblesses. Mais ce qui va se passer, c'est que là, on voit à mesure, en fait, je pense qu'il va y avoir de la place pour tout le monde, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'il y a un tel engouement, à mon avis, pour la défi. En ce moment, il y a un peu une frustration parce que on ne peut pas utiliser Ethereum, c'est trop cher. Enfin, je veux dire, soit on a beaucoup de moyens et on peut l'utiliser, soit on ne l'utilise pas. Ou on va sur la Binance Smart Chain, on va sur d'autres, justement sur Matic, sur Solana, ça marche très bien, hein, mais c'est vrai que moi, je préférerais aller utiliser… on va pouvoir bientôt réutiliser Synthetix, et parce que justement, il y a des protocoles importants comme Uniswap et Synthetix qui vont bouger sur Optimism et qui vont permettre de désengorger, à mon avis, énormément Ethereum. Et puis, il va y avoir aussi une modification du protocole donc le IP 1559, qui va permettre de déterminer les fees non plus par l'offre et la demande, mais en fait, ils sont prédéterminés par le protocole. Et voilà, après, il y a d'autres éléments qui vont influer sur Ethereum, parce que ça va beaucoup changer Ethereum dans les 2 années à venir. Et je suis convaincu qu'à moyen long terme, c'est un projet qui a énormément de potentiel. Je te remercie infiniment pour tout. Vraiment, je vous encourage tous à aller voir le site de Stanislas, Blockchain Expert, de tester ces formations qui sont vraiment données par rapport à ce qu'il y a comme contenu. C'est très bien fait, sincèrement, à aller voir. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous dans 2 jours avec Chaining Labs. Et puis encore merci à tous et surtout merci à Stanislas.